Puis je vais vous faire écouter une jeune femme, elle a 78 ans, qui s'appelle Ingrid, et elle explique qu'elle ne reconnaît plus son quartier, et que c'est la charia qui est appliquée dans un quartier de Londres. Écoutez ce reportage que vous avez enregistré, puis vous me direz s'il faut le nuancer ou pas. Ingrid, 78 ans, a toujours vécu dans ce quartier populaire de l'Est londonien. Aujourd'hui, elle ne le reconnaît plus. Tout a changé ici. On avait toutes les commodités à proximité. Mais maintenant, ce ne sont que des établissements halal. Quand je suis arrivée ici, j'avais 5 ans. Et je dirais qu'à l'époque, il n'y avait que des Britanniques. Aujourd'hui, les 3/4 sont des nouveaux arrivants. Et c'est la charia. Une transformation ici qui va donc bien au-delà des tenues ou des commerces communautaires. Car au centre de ce quartier, il y a cet établissement, le Conseil islamique de la charia, où les micros ne sont pas les bienvenus. Non, c'est pas possible. Le responsable n'est pas là, le cheikh n'est pas là. Ce Pakistanais de 25 ans qui sort tout juste de ce centre est en revanche bien plus loquace. On y obtient des informations sur la religion, par exemple le mariage avec 2, 3 femmes. On y apprend aussi les lois, les visas. Ils m'ont même encouragé à venir m'installer. Un centre qui n'a théoriquement aucun pouvoir légal en Grande-Bretagne, mais qui dans ce quartier en mutation tisse sa toile avec une opacité et des conseils aux frontières des interdits. Charles L'Huillier, donc ce reportage que j'ai trouvé tellement intéressant que je vous ai demandé d'être avec nous à l'instant, est-ce que cette femme, pardonnez-moi, de 78 ans qui parle de la charia, est-ce qu'elle exagère un peu la situation ou est-ce qu'elle témoigne de la réalité? Alors, théoriquement et littéralement, la charia, c'est tout simplement lorsque la loi islamique prend le pas sur la loi du pays en question. Là, pour l'instant, en tout cas, on n'y est pas parce que au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, eh bien, il y a toujours donc tout simplement des lois qui régissent la société. Et pour l'instant, ce centre islamique de la charia, ce Sharia Council dont on vient de parler, n'a aucun pouvoir légal. Simplement, lorsqu'on se balade dans ce quartier de Leyton, on aperçoit énormément de commerces communautaires, de boutiques de vêtements qui sont évidemment destinées à l'habillement des femmes musulmanes. Il y a également évidemment beaucoup de restaurants halal, et puis surtout quelque chose, moi, qui m'a marqué, quelque chose qui semble peut-être très insidieux. En réalité, il y a dans certains commerces, sur les vitrines, toujours ces consignes à l'époque du Covid qui sont restées et qui invitent notamment ceux qui entrent, à porter un masque chirurgical. Tout le monde sait aujourd'hui, et en France c'est pareil, que le masque chirurgical est en fait parfois utilisé comme un substitut du voile intégral. Tout le monde l'a compris. Et dans ce quartier, c'est toujours le cas. J'aimerais tout de même parler de ce centre dont on a parlé dans le reportage, l'Islamic Council Sharia. C'est un centre, en réalité, il y en a 82 dans le pays, et l'objectif en fait de ce centre, c'est tout simplement de présider des mariages religieux, des mariages islamiques, des mariages musulmans. Il y en a 100 000 tous les ans, des mariages musulmans présidés par ces centres. Et c'est vrai qu'en fait, et là je n'invente rien, ce sont les associations féministes de Grande-Bretagne qui le disent, ces centres en fait apportent des conseils à ceux qui veulent se marier et surtout permettent ce sont des mariages qui n'ont aucune valeur légale, mais ce sont des centres qui permettent eh bien, aux époux de se marier et aux époux de divorcer. Merci. Et lorsque, en tout cas, les femmes veulent divorcer, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que pour les hommes. Et là, je n'invente rien, ce sont les associations féministes qui le disent. Alors Sabrina Medjaber, ça nous renvoie toujours à la fois l'enquête de l'IFOP hier et le témoignage de Charles L'Huillier, ça nous renvoie à Hassan II. Ce qu'avait dit Hassan II. Et j'espère que son diagnostic n'était pas le bon, pour tout vous dire. Mais on va le réécouter, ce diagnostic et cet échange très célèbre avec Anne Sinclair. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, un tas de choses.
Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. C'est, comment dire, ce qu'il dit est contredit par des exemples que chacun connaît. Sabrina Medjaber, plein de musulmans qui sont parfaitement intégrés, assimilés à la société française. Oui, absolument. Et à quel prix d'ailleurs, hein, parce que s'extirper du carcan communautaire et islamique, ça coûte très cher, Pascal. Mais ce qu'il dit est très juste, mais on ne peut pas lui en vouloir. Chaque personne porte des idées, porte des allégeances, porte des loyautés, porte des représentations. Et ils arrivent en France avec leur bagage culturel. Donc au nom de quoi aujourd'hui on devrait leur dire on vous a dit de venir comme vous êtes, et puis finalement, on comprend qu'il y a un lien de séparatisme entre la société d'accueil et vos convictions, et on voudrait vous séparer de la société d'accueil. Non, c'est plus possible. Je veux dire, si ils arrivent avec leur code culturel, et s'il y a autant de permissivité, c'est parce que l'Occident l'a voulu, pardon. L'assise démographique, elle est très solide en termes de dynamique collective concernant les flux migratoires, les filières liées à l'immigration, elles sont sanctuarisées par le droit du sol, par le regroupement familial. La préservation des codes culturels comme le patriarcat ou le rejet des autres religions ou l'endogamie, elle est justement punie au nom du droit à la différence. Donc ils arrivent en Occident, ils sont à l'aise. Comment voulez-vous faire aujourd'hui pour lutter contre le séparatisme ? Il faudrait peut-être questionner la responsabilité des élus qui ont permis justement cette immigration massive, ceux qui ont pactisé avec les islamistes. Il faudrait peut-être qu'un jour on ait un audit sur les associations islamistes, sur les centres culturels, les fameuses madrasas dont je vous ai parlé hier sur Europe 1. Les élus ne sont jamais remis en question, ils ne sont jamais questionnés. On laisse l'islamisme, on l'accueille avec le tampon de la République, et ensuite on se dit, oh là là, il y a séparatisme, oh là là, les jeunes sont de plus en plus rigoureux. Mais l'islam, c'est une orthodoxie et une orthopraxie. Tout à l'heure, vous parliez des pays anciennement venus en France, en tout cas des citoyens anciennement venus en France, des premières générations. Mais il y avait une matrice commune, c'était la religion chrétienne. La religion islamique n'est pas la religion chrétienne.